Salut à tous et bienvenue dans le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Je suis Maxime et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode dédié aux upsells. Et pour parler de ce sujet, je reçois aujourd'hui Gary de Cozy Up. Salut Gary. Salut Maxime. Cozy Up qui est une solution de commercialisation d'upsell et bien plus encore, on aura l'occasion d'en parler, Gary, dans l'épisode, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, il y a eu pas mal de changements ces derniers temps. Ah, on t'avait reçu quasiment au tout début du podcast pour déjà parler d'upsell à l'époque. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on fasse un peu le point sur, en gros, ce qui se passe sur notamment Airbnb et les upsells. On va faire le point sur ce qu'on peut faire encore, ce qu'on peut plus faire, ce que ça nous coûte, en fait, les différences avec avant. Et puis, restez bien à l'écoute parce que l'idée, c'est aussi de faire, au travers de nos échanges, d'analyser quels sont les upsells les plus vendus, ceux sur lesquels vous pouvez aller chercher un maximum de rentabilité avec le minimum d'efforts possible. Parce que bon, c'est bien beau de proposer des upsells, mais si ça doit chambouler tout de votre logistique et qu'au final, ça vous coûte plus cher que ce que ça vous rapporte, c'est aussi un peu dommage. Puis on fera finalement le point sur ok, c'est bien beau de parler d'upsell, mais finalement, comment on les commercialise, comment on fait pour les mettre en place, comment on fait pour s'organiser. Donc, c'est pour ça qu'on reçoit aujourd'hui Gary, parce que c'est un expert en la matière. On avait eu l'occasion d'en parler dans un super premier épisode, clairement. Un de mes épisodes préférés à l'époque sur Esprit BNB, avant que le podcast change de nom. Donc je suis très heureux, Gary, de te recevoir à nouveau dans le podcast parce que je sais que tu es un expert en la matière. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu Ouais. peux rapidement te présenter et en quelques mots nous dire ce que c'est Cozy Up pour qu'on comprenne bien pourquoi aujourd'hui c'est toi qui viens nous parler d'Upsell. Ok. Alors déjà très content d'être à nouveau présent sur désormais le triplex. Merci pour l'invitation. Donc pour me présenter, donc moi aujourd'hui donc je suis Gary, cofondateur de la solution Cozy Up. Donc Cozy Up qu'on a commencé, on est dans la 4e année, donc c'est une solution, c'était une solution de vente additionnelle, donc un outil qui a été pensé spécialement pour la location courte durée afin de proposer des services additionnels donc à ces voyageurs. Désormais aujourd'hui, on a pivoté où on a désormais dans notre mission qui est Make Every Stay Extraordinary, donc faire en sorte que chaque séjour soit extraordinaire, et bien aller plus loin que la partie service additionnel. Désormais, on va chercher à gérer toute l'expérience voyageur, vous aider sur la partie opérationnelle à ce niveau-là, de la réservation jusqu'au check-out, avec Cozy Up qui devient une guest app, donc une application voyageur, où on lui partage toutes les informations relatives à son séjour, où on va pouvoir faire du screening avec un formulaire de check-in, la gestion de la caution, etc. Donc voilà un peu pour Cozy Up, on pourra en parler plus en détail pendant le podcast. Et puis pourquoi j'ai commencé ça? Et parce que moi, de formation, donc je suis ingénieur informatique, je suis freelance, j'étais nomade, j'ai travaillé depuis différents pays, j'ai été en Géorgie, à Bali, à Singapour. Et en fait, quand je suis revenu en France, c'était assez difficile quand je prenais des Airbnb, d'être servi pour différents services. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé avec Cozy Up, mais je me dis comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand je prends Airbnb, je peux pas facilement avoir une arrivée plus tôt, un départ tardif, un petit déjeuner. J'avais pas accès à ces niveaux de prestations auxquels j'étais parfois habitué quand j'allais dans des hôtels assez sympas, que ce soit en Thaïlande, à Bali. Et du coup, c'est un peu ça qui a fait que tout a démarré avec Cozy Up. Ok, c'est un parcours du coup inspiré de ton expérience et de se Ouais, dire comment j'apporte de la valeur ajoutée sur un marché qui peut-être s'endormait un peu sur ses lauriers, de se sur dire ça. ça marche bien. Ouais, Et on le voit aujourd'hui. Heureusement que vous êtes là pour parler de vente additionnelle parce que avec un marché qui s'est un peu tendu, une concurrence qui s'est accrue, des ouais, investissements qui nécessitent plus de capacité financière, ouais, aujourd'hui les marges sont réduites et donc du coup la vente additionnelle semble être un des leviers ouais. pour aller chercher de la rentabilité supplémentaire. Ouais, ouais, de la rentabilité, de la satisfaction.
parce que bah, le fait de mettre à disposition des services, de faire des recommandations locales et pas forcément juste vendre par exemple un départ tardif, mais chercher à vendre un service partenaire, voilà, quelqu'un qui a envie de visiter une ville et qui ne sait pas forcément à qui s'adresser, bah, c'est toujours pratique quand l'hôte qui vous reçoit va vous recommander ce genre de choses. Et puis aussi des fois, bah, gagner des avis 5 étoiles. Là typiquement, je suis dans un Airbnb où bah, j'ai un enfant, il a 9 mois, je suis arrivé de loin donc bah, j'ai pas le lit bébé avec moi, j'ai pas tout ça et savoir qu'il y a déjà un lit bébé dans l'Airbnb, dans lequel je vais rester plus d'un mois. J'ai demandé également un ménage en cours de séjour et ben, tous ces services, ça aurait pu être des choses qui me sont facturées et elles ont été offertes et moi je sais que ça aurait pu m'être facturé parce que justement je suis bien placé pour le savoir avec Cozy Up en tant que cofondateur. Bah, c'est aussi un moyen de dire: «Bah, tenez voilà, je vais vous l'offrir comme ça le voyageur il passe un meilleur séjour» et sur ces services qui ont pas forcément une grosse valeur ajoutée, dans le séjour, bah, je sais déjà que je vais donner un avis 5 étoiles à la personne parce que elle m'a accueilli, ça s'est super bien passé, elle était réactive dans les communications et puis, bah, ça m'a facilité la vie d'avoir un lit bébé, ça m'a facilité la vie d'avoir un ménage en cours de séjour. Ça lui a permis de garder un appartement pardon, bien entretenu. Elle m'a pas facturé pour le service donc voilà, c'est aussi un moyen, le fait de mettre en avant que c'est payant. Mmh. Bah, côté voyageur, dire: «Bah, écoutez, voilà, il y a eu un petit souci, sur la remise de clés, sur quelque chose. Je vous offre le départ tardif. Demain, si vous restez jusqu'à 13 heures, c'est OK». Donc c'est aussi un moyen de mettre en avant que, voilà, ces choses-là, où les gens, pour eux, c'est de l'acquis, bah, non, on met un prix sur ces choses-là et les offrir, c'est aussi un moyen de, bah, d'augmenter la satisfaction client parce qu'ils se disent: «Ah, bah, c'est il a été gentil, lui». Ouais, on indique une valeur. Aujourd'hui, quand tu dis, bah, m'a offert le ménage, si derrière tu avais su, bah, par exemple, c'était facturé, 40, 50, 100 €, peu importe le prix, donc tu dis: «Ah bah tiens, c'est sympa» et moi, c'est ce que je Ouais, recommande, hein, bah, que ce soit les conciergeries, que ce soit les propriétaires, mais par exemple, les ouais, conciergeries, qui vont, dans le cadre d'une relation commerciale avec un propriétaire, offrir un cadeau, c'est important, d'indiquer la valeur du cadeau, ouais, que vous faites la remise commerciale, il faut que ce soit chiffré pour qu'on matérialise bien la valeur puisque, finalement, un ménage, si ça se trouve la personne, elle se dit: «Bah, un ménage, il est resté 2 heures, c'est 20 € quoi». ouais, La personne qui fait le ménage, elle est payée 10 balles de l'heure, voilà, ça coûte 20 €. Bah non, pas du tout. Donc il faut vraiment, ça permet de valoriser et je trouve que ça, c'est un petit truc, qu'on oublie, assez souvent, finalement. ouais, Gary, 100. je te propose avant qu'on passe au cœur de notre sujet, c'est-à-dire de faire le point sur les changements qui ont eu lieu assez récemment, hein, sur Airbnb, notamment. Hem, je vais faire un peu de pub pour le podcast. D'habitude, je le fais plutôt dans l'épisode, mais pensez à vous abonner, à la newsletter. Déjà, à vous abonner au podcast, sur vos plateformes d'écoute, hein, que ce soit sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, pour être au courant des derniers épisodes. C'est hyper important, pour nous, si vous êtes abonné, parce que du coup, bah, ça met en lumière, le podcast. On est désormais aussi sur, YouTube, donc vous pouvez, également nous suivre en vidéo si ça vous intéresse. Et là où je vous disais de vous abonner à la newsletter, vous pouvez aller sur notre site le-triplex.com. Vous allez dans l'onglet newsletter et vous pouvez comme ça chaque semaine recevoir la notification de l'épisode de la semaine, mais aussi recevoir le bon plan qu'on peut arriver à vous négocier. On essaye à chaque épisode, à chaque fois qu'on a un intervenant de qualité, de vous avoir un bon plan sur la solution qu'ils proposent et donc c'est aussi un moyen de retrouver le code promo, le lien qui vous permet d'accéder à l'offre. Voilà, vous recevez ça chaque semaine, ça vous permet, voilà, d'avoir toutes les informations au même endroit et comme ça pouvoir retrouver, les solutions dont on parle, directement dans le podcast. Voilà, je ferme la parenthèse sur, l'auto-promo, du triplex. Heu, mais on remercie toujours, les gens qui sont abonnés, qui nous laissent des notes 5 étoiles. C'est comme sur Airbnb, franchement, quand on Ouais, reçoit un 5 étoiles sur le podcast, bah, ça nous fait plaisir et bah, ça a le même impact que quand vous recevez un 5 étoiles sur Airbnb. Bah, tout de suite, l'algorithme comprend que vous proposez de la qualité et nous remonte. Donc voilà. Bon, maintenant passons au cœur du sujet. C Déjà la première question que j'avais envie de te poser, avant même de parler ouais, d'Airbnb, c'est, ouais. est-ce que c'est légal de vendre des services additionnels? Ah bah, Tu vois? oui, oui, Le bien sûr, cadre ça c'est légal de ce truc-là,
Alors moi, Ouais, je connais déjà la réponse, mais c'est parce qu'on me ouais, l'a posé énormément de fois quand on propose des sites de ouais. réservation, notamment via notre agence Macom Imo. On me dit: «Ouais, mais vous nous dites qu'on va pouvoir proposer des upsells». Mais j'ai le droit? Alors oui, 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 oui. En gros, en fait, c'est, à nouveau, il faut mettre une notion de contexte et je pense que c'est ça que les gens souvent oublient, de faire. Hem, Est-ce qu'il est possible de proposer des services additionnels à ces voyageurs? Oui. Après, quand on demande: «Est-ce que c'est légal?» Bah, la question à se poser, c'est: «Bah, qu'est-ce que tu souhaites proposer?» Si tu me dis: «Bah, moi, je veux proposer, de la drogue», bien sûr, non, ça sera pas légal. Par contre, si tu veux proposer, le fait de pouvoir arriver plus tôt, partir plus tard, oui, 100, c'est légal, il y a pas de souci, tu peux y aller. Après, par contre, si ce que tu veux en fait, il va falloir s'intéresser à la nature des services que tu souhaites proposer. Donc si tu souhaites proposer de l'alcool, bah, l'alcool, tu ne peux pas en vendre. Aujourd'hui, il y a des licences, catégorie, si je dis pas de bêtises, c'est 1, 3 et 4. La licence de catégorie 3, c'est pour vendre des alcools légers, donc tout ce qui va être vin, ce genre de choses. Bah, il faut une licence pour pouvoir vendre cet alcool et pour les alcools plus forts, style, vodka, whisky, ce genre de choses, bah, là, c'est la licence catégorie 4 et donc, bah, derrière, est-ce que je peux vendre de l'alcool? Oui, mais est-ce que tu as bien fait derrière les démarches administratives? Est-ce que tu as été passer la certification qui fait qu'aujourd'hui, tu es en mesure légalement de proposer de l'alcool à tes voyageurs? Et en fait, sur chacun des services, ça va être comme ça. Si tu souhaites proposer de l'alimentaire, heu, voilà, c'est une auberge, c'est une maison d'hôtes et puis dedans, vous proposez des petits déjeuners, vous faites des gâteaux maison, bah, vous allez manipuler de l'alimentaire. Vous allez proposer, des consommables, mais s'il y a un empoisonnement alimentaire, bah, est-ce que derrière, vous, sur le plan légal, vous avez tout ce qu'il faut, pour être en mesure, bah, de proposer ces aliments? Aujourd'hui, n'importe qui, ne peut pas ouvrir un restaurant. Il y a des règles à respecter, il y a des contrôles, Mmh. sanitaires qui sont faits pour, bah, voilà, comment sont conservés les aliments? Est-ce que la chaîne du froid est respectée? Est-ce qu'il y a des assurances qui sont en place pour, bah, voilà, je propose le matin, je sais pas moi, des pains au chocolat, maison ou des chocolatines, pour les gens du sud. Bah, est-ce que ça a été fait en suivant les règles? Et s'il y a un empoisonnement, bah, heu, qui est la personne responsable, et comment ça se passe à ce niveau-là? Donc en fait, proposer des services additionnels, ça va être possible, mais à chaque fois, c'est, bah, quelle est la nature de ce que je propose? Est-ce Mmh. qu'il y a des règles spécifiques pour pouvoir proposer ça? Donc sur l'alimentaire, je dirais qu'il va falloir être vigilant. Sur l'alcool, même chose. Alors souvent les gens, ce qu'on recommande dans Cozy Up, c'est de voilà, si ça arrive, de manière, occasionnelle, à travers un pack qui est offert, souvent c'est le pack romantique où on va offrir un demi de champagne, ou quelque chose comme ça. Bon, ça va parce qu'en fait, ce qu'on vend, c'est le pack romantique. Hem et donc ça peut passer plus facilement et en gros, ce que je vais recommander à chaque fois, typiquement sur ce genre de prestation, bah, ça va être: vendez-le et si on voit que c'est intéressant, que ça devient lucratif et que les gens commandent et que vous voulez même proposer de l'alcool directement, bah, voilà, vous avez quelques ventes qui sont faites, vous voyez qu'il y a un intérêt, bah, derrière ça vaut le coup d'aller passer cette certification. Je crois que c'est une formation, ça doit être 2 demi-journées ou 2 journées. Et derrière, vous êtes en mesure de vendre de l'alcool, vous faites les choses, dans les règles. Donc il y a cette Mmh. première possibilité pour les quand on va vouloir proposer des services où il y a peut-être un peu de réglementation derrière et puis après, bah, l'autre possibilité, ça va être de passer par un partenaire, bah, qui lui se charge de tout faire pour vous. Donc ça va être d'identifier, des partenaires autour de chez vous qui vont pouvoir proposer de l'alcool, qui vont pouvoir proposer des massages. Typiquement, vous voulez faire un massage, OK, mais est-ce que vous avez les diplômes d'État qui font que vous êtes autorisé à masser des voyageurs? Si vous faites un un mauvais geste auprès d'une personne qui est peut-être un petit peu plus âgée, un petit peu plus sensible et que vous la blessez et que vous avez pas les diplômes, bah, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous êtes très doué pour faire le massage, mais est-ce que vous êtes protégé légalement? Et en fait, à chaque fois, c'est ces questions-là qu'il faut se poser, bah, pour être, sûr d'être dans la légalité, quoi. Et Donc anticiper, bah, un peu les mauvais scénarios qui, même s'ils arrivent rarement, peuvent arriver et vaut mieux être couvert. donc pour résumer, légalement, toute largesse pour, proposer des services additionnels. Simplement s'intéresser à chaque, prestation, parce qu'il y a des exceptions, moi je retiens, l'alimentaire, parce que Ouais, bon l'alimentaire ça peut être compliqué. Il y a la chaîne du froid, il y a, tu ouais, parlais,
il suffit qu'il y ait un empoisonnement, une intoxication alimentaire, ça peut très vite être compliqué. Puis l'alcool, Ouais. c'est toujours un sujet qui Un peut sujet. être compliqué. Donc, vaut mieux être carré, c'est avoir fait les choses dans les règles. Pourquoi pas tester, comme tu dis, en amont, ne pas se prendre la Mmh. tête avant pour un truc qui se vendra pas. C'est Ouais. peut-être pas la peine de s'embêter. Et du coup, par rapport à la question des petits déjeuners, on sait qu'il y a une question qui va plutôt être fiscale par rapport à la para-hôtellerie. Du coup, ton avis pour toi, c'est quoi? Ouais. Alors ça, c'est un sujet qui est assez technique parce que, bah, du coup, c'est l'interprétation des textes du POFIT où, les avocats arrivent à se enfin, les interprétations changent et après les avocats sur les règles, peuvent également avoir des visions différentes du sujet. En gros, donc, pour ceux qui découvrent, c'est qu'il y a 4 règles, enfin, il y a 4 éléments qui vont être, regardés pour être potentiellement requalifiés, en tant que para-hôtelier et en fait, les impacts de ça, ce qui est chiant, c'est que, bah, derrière, on se retrouve redevable de la TVA pour faire simple et court et bah, ça a un impact assez significatif du coup sur les marges du business. Donc en fait, les quatre points qui sont regardés, c'est, est-ce qu'on propose des petits déjeuners? Est-ce que le linge, est proposé? Est-ce que, il y a du ménage et sur la gestion des accueils. Donc en fait, avant, si on proposait donc ces 4 critères, si on a 3 critères sur ces 4 critères que je viens de citer, pour lesquels ça matche pour nous, bah, du coup, on se retrouve requalifié en tant que parent-hôtelier et on est soumis à la TVA. Donc en fait, initialement alors, il me semble dernièrement, hein, que ça a changé encore une fois avec, un des critères, je sais plus lequel d'ailleurs, faudrait qu'on fasse une recherche en parallèle, mais ça a Je encore crois que changé c'est les récemment. accueils. Ouais, Oui, voilà, je crois sur que les c'est accueils. c'est OK pour les boîtes à clés maintenant, c'est ça? Il y a pas quelque chose comme ça? Ouais, je crois qu'il y avait un truc comme ça, ouais. OK. Parce qu'en gros, du coup, il y a le petit déjeuner où avant on pouvait le proposer, mais il fallait que ce soit dans un espace aménagé, ce genre de choses. Alors que maintenant, bah, a priori, si on proposait ça, via des partenaires ou des distributeurs alimentaires, on était considéré comme cochant la case sur ce critère-là. Il y avait la partie du linge, où il fallait que ce soit un renouvellement, hebdomadaire. Désormais, bah, c'est si on fournit, pour une réservation, inférieure à 7 jours, au moins une fois le linge. De mémoire, bah, on est considéré comme cochant ce critère également et bah, sachant qu'à chaque fois, chaque séjour, on y propose, du linge propre à l'arrivée du voyageur, bah, à nouveau, les gens, sont tous concernés, quasi pour la majorité. Le ménage, même chose, s'il est effectué, en début de séjour et que ça dure moins de 7 jours, bah, à nouveau pareil, on est concerné alors qu'avant il fallait que ce soit un ménage qui est fait de manière régulière, un peu comme les hôtels où, bah, au quotidien il y a un renouvellement, il y a un ménage qui est fait en même temps que le linge est changé le matin et puis le dernier critère, c'était sur la partie accueil avec, bah, si on fait des entrées, en physique, on est considéré comme para-hôtelier et bah, ça a changé, l'été dernier où désormais, bah, c'était si on utilisait des systèmes de boîte à clés, même chose, on était considéré comme cochant le critère et donc, bah, aujourd'hui, les petits déjeuners, on va pouvoir, en proposer, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si, bah, sur les autres critères, on est également, concerné, bah, ça peut entraîner un cas de requalification en para-hôtellerie et donc, bah, ça, avec tout ce qui s'ensuit sur le plan fiscal où ce sont pas les mêmes régimes et puis cette fameuse, redevance de TVA, bah, qui n'est pas enfin, qui est à prendre au sérieux parce que, bah, forcément, si vous avez, je dis une bêtise, une marge de 10 sur votre business et que votre business, bah, votre marge, elle part parce que désormais vous avez 10 de TVA avec la part hôtellerie, bah, c'est Mmh. vite embêtant. Mais après, il y a toujours des voilà, Après, il faut il se y a rapp quand même un haut niveau de franchise. La ouais, franchise est oui, quand même assez élevée. c'est quoi? C'est 32 000, quelque chose comme ça? Alors, tu vois, on doit faire un épisode dédié à ces Ouais, sujets-là. ouais, On a un avocat fiscaliste avec nous ouais, pour faire cet épisode-là. On l'a toujours pas ouais, enregistré parce que rien n'est encore clair et définitif. Donc, OK. du coup, on n'a pas encore enregistré cet épisode-là. Pourtant, on sait qu'il y a de l'attente, mais parce que rien n'est encore vraiment clairement défini. Moi, j'avais plutôt entendu parler de 80 000, tu vois. Donc, OK. Bah, en fait, c'est ça des va choses qui, dépendre. oui.
Ouais, je peux déjà donner quelques chiffres. Hem, En gros, ça va dépendre de 2 choses. Majoritairement, c'est, le type d'activité. Donc en fait, si c'est une activité de prestation de service ou une activité de commerce, en fait, ce sont pas les mêmes seuils de CA. Pour les prestations de service, on va être aux alentours de en plafond pour le chiffre d'affaires, c'est, 77 700. Donc là, en gros, je parle quand tu es en statut de micro-entreprise. En fait, tu vas pouvoir avoir une micro-entreprise et en fonction de ton activité, quand tu te lances, tu vas pouvoir aller chercher un certain seuil de CA, qui une fois dépassé pendant, 2 ans d'affilée, mais en fait, tu es obligé, cette fois-ci de monter une entité, légale et donc créer une personne morale, à savoir une entreprise. Où là où avec le statut micro, bah, en fait, la personne, donc l'individu et l'entreprise sont confondus, c'est la même chose. Et donc au niveau des sur la partie chiffre d'affaires, qui donne des seuils de TVA et des avantages intéressants, c'est aux alentours de 70 700 € par mois sur de la prestation de service. Bah, en fait, tu es au statut micro, si tu dépasses pas ça. Si tu dépasses pendant 2 ans sur le CA, pour la prestation de service de 70 700 €, là, tu passes au régime réel. Et pour les activités de commerce, lui, le seuil avant de passer au réel, c'est à peu près 188 700. Donc ça a peut-être encore changé parce que chaque année, ça évolue et les chiffres que je te donne, c'est ce que Ouais, j'avais fait, il y a les chiffres de l'année dernière. l'inflation et des choses comme ça. Mais Ouais. du coup, quand tu fais Et après, on va repasser au sujet de ouais, fond des upsells. Mais du coup, ouais. quand tu proposes des upsells, tu les mets sur une activité séparée de ton activité de loueur ou tu mets tout au Ça, même tu endroit? peux, pour moi, enfin, tu peux tout mettre au même endroit. Après, ça dépend comment, en fonction des montages, le fiscal et sur ta comptabilité, comment tu vas gérer. Il y a peut-être des intérêts, des fois, à externaliser certaines choses en fonction des montants que tu vas faire. Peut-être simplifier ta comptabilité, mais ça, en gros, faut se rapprocher des personnes compétentes par rapport à la situation de chacun, parce que chaque situation est différente et du coup, t'as pas forcément les mêmes besoins, mais tu peux, parce que tu es dans une, enfin, en général, c'est une activité, dans ton activité en gros, dans l'entreprise que tu vas avoir pour gérer ton activité de location, tu peux gérer les prestations de services directement dans la même entreprise. T'as pas forcément besoin de monter, une autre entreprise pour ça. Ça peut être géré au même endroit. Et pour les seuils de TVA, du coup, parce que c'était le sujet, c'était 36 800, pour les prestations de services, 36 800 € et quand et 91 900 €, sur les activités de commerce. Et par contre là, il faut faire attention parce que du coup, c'est un effet immédiat. C'est-à-dire que si, tu es dans un mois où, je dis une bêtise, tu as proposé pas mal de prestats de services, tu as proposé des upsells et tu sur le tu dépassé je dis une bêtise, en juillet, le seuil, tu as fait plus de 36 800 €, bah, ça veut dire que là, à partir de ce moment-là, tu dois commencer à facturer la TVA. Donc ça veut dire que si pendant les 6 mois suivants, tu as pas facturé la TVA sur les services que tu as proposés ou sur ta location, ce genre de choses, pour la parentalerie, bah, là, tu vas devoir, avoir un rattrapage et donc il faudra, bah, le prendre sur tes marges parce que tu l'as pas forcément facturé, à tes voyageurs, donc il faut l'anticiper. Mmh. OK. OK, OK. Bah, je te remercie pour cet éclaircissement-là. Je te propose qu'on passe au sujet au Upsell, cœur de l'épisode. C'est ouais, les upsells sur Airbnb, sur la ouais, plateforme en elle-même. Airbnb. Comment ça marche aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, c'est très compliqué. On a eu énormément d'échanges avec, différentes personnes du support, chez Airbnb. On a eu des échanges avec des personnes, parce qu'il y a Airbnb, quand ils sont arrivés en France, en gros, ils ont lancé un peu ça par région et tu avais des directeurs de région, sur la partie communauté hôte. Donc tu avais des représentants de chaque région. Donc on est en relation avec des personnes comme ça, qui sont elles-mêmes en relation également avec, bah, la direction Airbnb, qui rencontre les cofondateurs de Airbnb, des US et cetera. Et puis on a aussi quelques contacts chez Airbnb. Et en fait, c'est flou et ce qui était assez surprenant, c'est que alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est en train de se passer avec, Airbnb là, parce qu'il y a quand même pas mal de choses là. On a eu un premier changement avec, le fait que désormais Airbnb propose, des services, recommande les partenaires. Juste avant ça, on a eu le fait que, bah, désormais, on peut plus trop envoyer sur les plateformes extérieures, percevoir les paiements nous-mêmes. Là, il y a encore eu une update sur le fait, que désormais, ils essaient d'être beaucoup plus flexibles, avec les autres sur les modalités de paiement. Donc on voit qu'Airbnb, il y a vraiment une volonté de se concentrer sur le voyageur et d'être, bah, flexible dans la gestion de ses séjours. Enfin, il y a vraiment un focus qui est fait sur lui avec, bah, désormais tu peux payer, seulement 72 heures avant l'arrivée ton séjour et si tu payes pas, tu as pas de réserve. Mais du coup, bah, pour l'autre, il se retrouve, bah, voilà, annulation de dernière minute
et c'est pas pratique. Donc il y a pas mal de changements comme ça, en ce moment. Et donc sur la partie des upsells, bah, c'est un peu arrivé, en France où, j'ai l'impression que la France n'était pas prête non plus, en fait. C'est-à-dire que déjà quand on contactait les personnes au niveau du support, ou même les personnes un peu plus haut placées, bah, j'ai l'impression qu'ils étaient pas complètement prêts à ce qui était en train de se passer, et eux-mêmes, en fait, manquaient de visibilité sur le discours, à adopter. Genre typiquement aujourd'hui, c'est un peu plus clair sur la partie upsell où apparemment, bah, ça a l'air de se tourner vers, bah, non, en fait, on va être assez draconien là-dessus, et on veut couper, tous les paiements, en dehors de la plateforme Airbnb, avec, des nuances quand même parce que, bah, voilà, si vous proposez des services de partenaires, heu, Airbnb n'a pas juridiction sur tout ce que vous allez faire. C'est-à-dire que si vous proposez des services qui ne sont pas liés à la réservation, bah, Airbnb n'a pas son mot à dire, là-dessus. Vous êtes en mesure de le faire si demain vous recommandez, quelqu'un qui fait des cours de surf à côté de chez vous, voilà, ce sont 2 choses qui sont complètement différentes. Par contre, s'il y a des frais qui sont liés au ménage, bah, là, c'est pas du tout le même sujet parce que c'est lié à la réservation, et là, Airbnb va pouvoir, et bah, effectivement, avoir son mot à dire. Donc justement, pour rentrer dans les détails, là-dessus, donc ça, c'est pour la partie upsell. Et puis là, je le disais en début d'épisode, on a fait un pivot assez stratégique avec Oziop, où on veut vraiment gérer toute l'expérience voyageur, et donc les upsells deviennent une partie de l'expérience voyageur. Et bah, là, sur la solution Guestapp, le fait de gérer le séjour, en dehors de la plateforme Airbnb, parce que typiquement, quand on est à la fois sur Booking, Abritel, VRBO, les réservations directes Airbnb, bon, c'est bien, je trouve qu'ils ont une interface application voyageur assez sympa, Airbnb. Mmh. Mais du coup, bah, en termes de branding, d'identité visuelle, d'identité de marque pour ta conciergerie, bah, ton expérience, elle est assez, heu c'est assez fragmenté d'une plateforme à l'autre où, bah, tu pas du tout le même standing dans la gestion du séjour pour le voyageur parce que, bah, Airbnb va avoir un truc très stylé, et puis peut-être que sur d'autres plateformes, c'est moins bien. Peut-être que toi, si c'est du direct, bah, tu pas les outils, en place pour ça. Et donc là, sur cette notion, bah, guest app ou, guide, sur un autre type de solution qui vont être les guides, bah, là, c'est pareil, ça c'est encore un peu plus fou sur le fait de pouvoir, laisser bah, partager, les liens, à travers des communications sur Airbnb. Donc sur la partie upsell, donc sur tout ce qui va être upsell qui vont être en dehors de séjours Airbnb, bon là-dessus il y a pas de problème, ça vous pouvez y aller si vous avez des C'est quoi réserves. que tu appelles, des upsells liés au séjour? C'est départ, arrivée anticipée, départ tardif, ça fait partie du séjour, c'est quoi? Bah, c'est ça en fait, c'est que, en gros, si tu veux arriver plus tôt ou partir plus longtemps, ça touche le cadre de ta réservation. Réservation qui a été obtenue via Airbnb, et donc là, bah, Airbnb aura la juridiction là-dessus pour te dire que, bah, non, si le voyageur souhaite arriver plus tôt, partir plus tard, c'est lié à la réservation qui s'est fait, sur Airbnb, donc ça touche à nos conditions, d'utilisation, et donc la règle, c'est, bah, il faut passer par le centre de résolution. Au début, alors il y avait des exceptions avec le fait d'être connecté, à des plateformes externes. Donc si on est connecté, à des plateformes, donc Channel Manager et cetera, on est et Cozy qui est application qui est elle-même connectée à ces outils, bah, du coup, c'est pas un souci. Sauf que là, ils sont en train de serrer la vis parce qu'encore à nouveau, ils ont remis des nouvelles communications avec le fait que non, maintenant, c'est vraiment, ça a l'air de se tourner vers, bah, non, 100 des services qui sont proposés, liés au séjour, et j'insiste bien là-dessus. Donc tout ce qui va être arrivée plus tôt, départ tardif, tout ça, bah, ça a l'air de se tourner, vers, bah, même si tu es connecté à un logiciel, potentiellement, il faudrait quand même le faire, via le centre de résolution, Airbnb, et c'est là où c'est un peu, bah, c'est pas complètement clair. Donc là où on sait que c'est bon, vas-y, je vois que tu Et as ils une autre prennent question, quand tu veux même une rebondir? commission là-dessus? Ils prennent une commission bien sûr sur ces ventes additionnelles? Bah, justement, là, c'est pareil, j'ai eu les 2 réponses. J'ai eu des réponses où on m'a dit: «Non, moi, ils me prennent pas de commission», et il y en a qui m'ont dit: «Moi, on me prend des commissions». Donc c'est difficile de voir parce qu'après moi, je suis pas, sur le terrain pour voir ce qui s'est passé sur les comptes Airbnb, des hôtes en question. Donc là, bah, typiquement, alors je pense que c'est le moment où on peut dire: «Réagissez en commentaire, dites-nous si vous proposez des Ouais, services dites-nous, additionnels. bah, ouais, Est-ce exactement. qu'on vous a pris des frais? Est-ce que Si, vous si avez, vous est-ce que». utilisez Spotify, vous pouvez nous le laisser en commentaire. Si vous nous regardez sur YouTube, laissez-nous en commentaire. On est preneur de vos retours. Comme ça, on fait évoluer aussi Ouais, les ouais, analyses. Mais ouais, moi, ce que je note, ouais, c'est quand même que Airbnb veut garder la main sur ses clients, sur les ouais, voyageurs. ouais. C'est une plateforme de mise en relation, donc ils veulent éviter au maximum que ce qui fait son cœur de métier parte. Mais ce que je note aussi, c'est qu'aujourd'hui, Airbnb fait tout
pour garder le voyageur, mais fait aussi tout pour garder les hôtes. Dans le sens où elle va faire en sorte qu'un hôte ne soit présent que sur sa plateforme parce qu'elle va offrir une plateforme plus ergonomique, des outils très intéressants, mais qui ne sont disponibles que sur Airbnb et que tu vas pas pouvoir Ouais. déployer sur d'autres plateformes. Ouais. Et tu vois, on recevait Nicolas de Smobu Mmh. on parlait justement de ça, c'est de dire, mais en fait, si tu te mets dans ce confort-là, tu Mmh. vas pas aller sur les autres plateformes. Donc ça, c'est très bien joué hein, de la part, marketingment parlant, d'Airbnb. Mais du coup, tu te Ouais. prives des autres plateformes. Et bah, si en plus, tu n'utilises pas d'outils derrière pour uniformiser, et là, on parlait du channel manager dans cet épisode-là, c'est de dire, mais Ouais. en gros, tu vas t'appuyer, par exemple, pour la gestion des prix sur l'outil de Airbnb et tu vas pas être cohérent avec tes autres plateformes. Tu vas pas être cohérent avec ton positionnement de marque. Et donc, bah, quand tu parles de ta guest app, c'est exactement le même cheminement, c'est de te dire, tu vas pas être cohérent entre tes différentes plateformes. Et Ouais. non pas que quelqu'un va comparer son expérience entre Airbnb et Booking, simplement, celui qui va vivre son expérience via Booking la vivra peut-être moins bien, et donc ça va pénaliser le ranking sur Booking, par exemple, la notation, alors qu'en fait, avec un outil comme le vôtre, avec une guest app, où tu vas pouvoir avoir uniformisé toute la communication et avoir quelque chose de propre, peu importe le canal utilisé, tu Ouais. vas bah, faire en sorte que la satisfaction client soit au maximum, peu importe la plateforme utilisée et pas uniquement sur Airbnb. Ouais, c'est ça. Puis c'est avec aussi un gros objectif derrière de fluidifier les opérations où ça devient facile d'ajouter un nouveau canal pour obtenir du trafic. Voilà, sur le channel manager que vous utilisez, vous branchez une nouvelle plateforme qui va être, je dis une bêtise, Vrbo, ou Abritel ou Booking si vous étiez exclusivement sur Airbnb. Et voilà, pour vous, il y a rien qui change sur la partie opération parce que voilà, côté voyageur, vous avez mis en place des applications qui permettent de gérer l'accueil et cetera comme la guest app Cozy Up, où vous avez, si vous souhaitez faire des choses plus minimalistes, vous avez ça peut être un Google Drive, ça peut être Canva, enfin il y a différentes manières de procéder. On voit un Mmh. petit peu de tout passer chez Cozy Up mais au moins vous êtes protégés parce que je pense qu'à une époque c'était intéressant d'être, 100 Airbnb. On voyait, il y avait un petit peu 2 écoles, hein. Il y avait des gens qui mettaient, toutes leurs annonces uniquement sur Airbnb. Il y en avait des gens qui étaient multi-canaux. Bah, les 2 vont avoir des avantages et des inconvénients. Ce qui était intéressant, je pense, à l'époque, quand on était 100 Airbnb, je sais pas si je serais curieux de voir un peu le discours tenu par ceux qui étaient 100 Airbnb à l'époque. Est-ce que c'est toujours le cas avec typiquement là, les évolutions des modalités de paiement dans leurs conditions, avec les fameuses 72 heures où je peux annuler, le fait qu'ils se réservent le droit d'être un peu plus flexible sur les moments où ils vont nous payer, ce genre de choses. Donc je serais curieux. Mais je sais bah, typiquement, même chose, si les gens ils peuvent nous partager un peu leur expérience, ceux qui sont 100 sur Airbnb. Mais je sais que bah, à l'époque, c'était intéressant parce que on allait être vachement mis être en avant si bah, 100 des réservations étaient sur la plateforme Airbnb parce que forcément, on a plus de gens qui vont passer par nos logements. Si les avis sont qualitatifs, bah, même chose, Airbnb va mettre en avant nos annonces. Plus on va avoir de logements, plus on va avoir d'annonces, plus on va avoir de séjours réservés, bah, plus on va être un espèce de client important aux yeux de Airbnb, donc des accès un peu plus prioritaires aux hotlines, ce genre de choses. Et donc il y avait un intérêt stratégique sur ça. Aujourd'hui, est-ce que c'est maintenu avec toutes ces évolutions et le fait qu'ils se reconcentrent beaucoup plus vers le voyageur, avec, on le voit, Mmh. une volonté d'être presque une application, je dirais, parce que c'était un peu du B2B2C, là j'ai l'impression qu'ils vont vraiment vers le B2C où avec la nouvelle annonce de la mise à jour où désormais, bah, Airbnb, pardon, on peut y réserver des services, on peut y réserver des Mmh. expériences et cette volonté bah, même en tant que particulier, en dehors d'un séjour réservé avec une conciergerie, avec un hôte, je peux commander, un service, je dis une bêtise, de massage directement depuis Airbnb. Bah, on voit qu'il y a quand même un une espèce de pivot, j'ai l'impression, qui est en train de se faire ou en tout cas un nouveau marché qui va être attaqué et bah, la question se pose bah, qu'en est-il des hôtes et des conciergeries et cetera dans tout ça, à une époque où avant on avait,
conciergerie Lucky by Airbnb, qui permettait justement d'avoir un programme où on accompagnait énormément les hôtes et on leur mettait des outils en place, pour gérer leur activité comme il faut sur Airbnb. Donc, voilà, bah, on était 100 Airbnb, mais on était accompagnés, on avait des outils. Ensuite, ça a disparu. Ils ont lancé le système de conciergerie un peu plus généralisé, dans le monde où voilà, des conciergeries pouvaient s'enregistrer sur Airbnb, et avoir de la visibilité pour que les particuliers puissent, et bien se rapprocher d'une conciergerie près de chez eux pour donner les logements, dans la gestion, et que ce soit géré par une conciergerie, voilà, qui est enregistrée sur Airbnb. Et là, avec ce nouveau positionnement et cette nouvelle manière d'aller faire du business, bah, on s'éloigne encore davantage, j'ai l'impression, des hôtes, et de plus en plus le voyageur est mis un peu au centre de l'attention, et se pose la question, bah, dans tout ça, c'est quoi un peu l'avenir pour les hôtes si ça continue dans cette direction où j'ai l'impression que, bah, de plus en plus les charges, les risques, elles sont pour les hôtes. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait et puis, nous, on parle beaucoup de dépendance, hein, vis-à-vis des plateformes. Ouais, Alors c'est vrai que la dépendance vis-à-vis d'Airbnb, c'est la première qu'on cite, mais bon, quelqu'un qui serait que sur Booking, que sur Abritel ou que sur, c'est la même chose. c'est une dépendance à un tiers qui, n'a pas les mêmes objectifs que vous. C'est-à-dire que Mmh, vous avez des objectifs qui sont communs, mais pas 100 de vos objectifs. mmh, Donc vous êtes pas forcément 100 alignés. Vous avez des objectifs communs, Airbnb, n'importe quelle plateforme. On va parler de plateforme parce que j'ai pas envie de décrier, une plateforme plus qu'une autre, mais, une plateforme, son objectif, c'est de mettre en relation un voyageur et un propriétaire. Si vous êtes le bon propriétaire, vos objectifs sont alignés. Mais la plateforme en question, qu'elle vous mette vous en avant ou un autre, elle va vendre à un client. Et s'il n'y a pas assez de clients, elle, son objectif, c'est de vendre, à 100 de ses clients. C'est pas de vendre 100 mmh, de ses nuitées. C'est ouais, de vendre à 100 de ses clients, donc de convertir un maximum de visiteurs sur son site, et que ce soit chez vous ou ailleurs. Et donc, de ouais, se dire que, bah, finalement, je suis en concurrence avec tous les partenaires, sur une plateforme, bah, moi déjà, bah, je dirais: «Mais si moi, mon partenaire, il me met en concurrence, pourquoi moi je le mets pas en concurrence aussi?» mmh, Moi, ça me semble pas logique de mettre, 100 de son business dans les mains d'un partenaire qui va, pour une mauvaise notation, mettre en avant mon voisin plutôt que moi, ou parce que j'ai raté un message, j'ai pas répondu, dans les 3 heures parce que j'ai pas vu la notif, bah, je vais être un peu déclassé dans l'algo, et donc en fait, moi je trouve que ça c'est plutôt, problématique. On en revient ouais, souvent à là, c'est quand on est, monoplateforme, bah, on est, dépendant d'un tiers, qui n'a pas, les mêmes objectifs que vous, et ça, c'est valable aussi bien dans la location courte durée, que dans le e-commerce. Moi, j'ai travaillé pour une marketplace, les vendeurs qui étaient, uniquement sur notre marketplace, bah, ils étaient en risque. Enfin, clairement, parce que, dès qu'il y a un changement de commission, dès qu'il y a un algo qui change, bah, voilà, c'était la même problématique. Donc, une OTA, c'est une marketplace, et elle a ses propres objectifs. Donc il faut bien prendre ça en compte, et on le voit là avec l'intégration des services en plus. Bah là, Airbnb, bah, comme tu dis, c'est un pivot, et de se dire, bah, est-ce que, demain, si moi je fais des upsells parce que ça fait partie, on va prendre le cas des logements atypiques et des love rooms. On ouais, sait que je le cite beaucoup parce que, je me répète, quand je parle de love room, c'est pour qu'on ait un concept très, facile à comprendre, dans l'explication, mais qui peut être décliné sur plein d'autres sujets. Un logement atypique sur une thématique d'un dessin animé, sur, un logement, insolite, n'importe quoi. Heu, la vente additionnelle fait partie du business model, clairement, pour aller chercher un maximum de rentabilité, et même pour certains, c'est un peu comme le modèle des cinémas. Si tu enlèves la confiserie à un cinéma, il diffusera plus de films parce que sa rentabilité vient de la confiserie, vient du popcorn. Bon, bah, je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'hébergements, et même à l'avenir, thématiques, atypiques, qui, leur rentabilité va reposer sur la vente additionnelle. Si, le partenaire prend également une commission sur ces ventes additionnelles, bah, on a une problématique, moi je trouve, c'est de se dire: «Mais, c'est moi qui gère, toute la mise en place, la logistique». Alors qu'ils me mettent en relation avec un client pour, le logement, pourquoi pas, mais, si je dois mettre un petit déjeuner, un pack romantique, et qu'ils me prennent 20 de commission sur un truc sur lequel en fait, heu, je j'ai fait tout le taf,
je trouve que pour moi, c'est problématique aussi, et c'est retirer de la rentabilité directement auprès des partenaires. Donc, bon, on va passer sur un truc un petit peu plus positif, parce que Alors, les upsells, ça juste, se vend toujours. ouais, Ouais, c'est si ça, tu voulais ajouter un. justement. Et je vais dire, pour mettre un petit peu plus de contexte, parce que on est passé vite sur est-ce que je peux proposer des upsells via Airbnb. Donc, je disais que oui, ça avait tendance à devenir un peu plus flou. Mais pour résumer, donc, tout ce qui ne va pas tout ce qui ne va pas toucher à la réservation, vous allez pouvoir y aller. Il y a pas de souci à ce niveau-là. Typiquement, et c'est ce que je vous encourage à faire d'ailleurs, faut pas oublier une chose, c'est que alors ça va pas fonctionner forcément pour tout le monde, mais les gens qui vont se présenter dans vos biens, pour des raisons, voyage familial, voyage touristique, ce genre de choses, je pense que même vous, quand vous partez en vacances, vous passez en mode consommateur. On est là, voilà, on a travaillé toute l'année, on se fait plaisir une semaine, 2 semaines, on va aller manger au restaurant du coin, on va aller, faire, des cours de cuisine, on va aller faire, voilà, on va faire des activités selon, les goûts et les couleurs de chacun. Et donc moi, ce que je mets en avant, c'est que Airbnb, donc oui, ils serrent la vis là-dessus. Ils veulent, la première chose pour remettre un peu un cadre à tout ça, c'est que ils veulent qu'il y ait une certaine transparence dans les prix, dans les tarifs indiqués sur la plateforme. Donc Airbnb de base, c'est une OTA, donc c'est Online Travel Agency. Oui, ils sont en train d'un peu changer et s'adresser un peu plus à du B2C. Donc en fait, ils veulent monter le panier moyen, hein, typiquement monter le panier moyen de chaque consommateur avec désormais des services en plus qui pourraient être proposés même si tu n'es pas dans le cadre d'un séjour. Mais sur la partie voyage, ils veulent afficher, voilà, quand on va désormais sur Airbnb, c'est les tarifs indiqués sont les tarifs où tout est inclus. Donc s'il y a des frais de réservation Airbnb, s'il y a des frais de plateforme, s'il y a des frais de ménage, tout est inclus. Donc ça, c'est un peu la volonté initiale aussi de Airbnb. Et je pense que c'est peut-être parce qu'il y a eu des abus avec des gens qui réservent des séjours et puis après derrière un autre pas forcément très honnête qui va parler, bon, bah, en fait, la piscine, elle est pas inclus, le chauffage de la piscine, il est pas inclus, le linge, il est pas inclus. Et donc ça, c'est une première chose qui va être importante, c'est tous les frais Mmh. qui sont heu heu, obligatoires pour le voyageur doivent être très clairement indiqués Indiqué. dans les annonces. Et ça, ça va être la première chose importante. Donc si vous avez des frais supplémentaires, mais qui sont optionnels, même chose, vous les mettez dans les annonces, vous indiquez très clairement que, eh bien, il va être possible de bénéficier, d'une piscine, tout ça. Par contre, bah, la piscine, elle est chauffée, je dis une bêtise, à 37 degrés, ce qui est déjà très chaud peut-être. Alors j'ai pas de piscine, je sais pas. Et si vous voulez la chauffer davantage ou alors si vous voulez bénéficier, je sais pas moi, vous voulez louer une machine à barbe à papa, il y a des choses comme ça qui ne sont pas incluses. Mais à partir du moment où c'est optionnel, et que vous souhaitez proposer, ces services à côté, c'est là où il y a un flou, c'est qu'en fait ces services vont être tolérés. Vous allez pouvoir rediriger le voyageur vers une plateforme en dehors de Airbnb, typiquement si vous avez, une application voyageur, comme Cozy Hub. Mais par contre, derrière voilà, il faut que ça reste à la fois optionnel, il faut que ça se fasse, via une solution connectée parce que je pense que Airbnb comprend malgré tout que vous êtes pas forcément que sur leur plateforme. Et donc si vous êtes connecté à un PMS, à un channel manager, ça veut dire que vous êtes également sur d'autres plateformes, Booking, Abritel, tout ça. Et je pense qu'ils ont pas non plus envie de perdre leurs clients en étant, à serrer la vis trop fort et au final les gens se disent: «Bon, bah, là, il y a Mmh. trop de contraintes, je débranche Airbnb parce que ça me cause plus de problèmes qu'autre chose. Là, si je veux proposer des services additionnels, je veux pas aller me casser la tête à chaque fois, aller sur le centre de résolution, Airbnb». Et j'ai aujourd'hui, je dis une bêtise, 75 logements, j'ai scalé, ma conciergerie. Sur le plan opérationnel, tout est réglé aux petits oignons. Si maintenant, dès que j'ai un service additionnel, au lieu de passer par le workflow, le process opérationnel qui tourne en automatique, maintenant je dois aller faire du manuel sur Airbnb, ça va m'embêter, et au risque, les gens vont devoir couper. Sauf que s'ils doivent couper les services additionnels, comme tu disais, et que c'est une part importante de leur chiffre d'affaires qui leur Mmh. permet d'être dans leur activité. Typiquement, les hôtels aujourd'hui, s'ils proposent les fameux chips, les boissons, tout ça, c'est parce que c'est une part assez importante, du chiffre d'affaires des hôtels et c'est ce qui leur permet d'avoir, cette rentabilité. Les gens vont se poser la question. Donc ça, aujourd'hui, ça va être toléré. Par contre, quand ça va c'est là où Airbnb va être, un peu plus embêtant, c'est que bon, typiquement, si c'est un service, comme je le disais tout à l'heure, en dehors du séjour, typiquement un cours de cuisine, ce genre de choses, ils ont pas vraiment la juridiction pour venir vous imposer des choses. On sort du contexte de la réservation. Par contre, quand on sera sur,
un sujet de, il est possible d'arriver plus tôt, il est possible de partir plus tard, c'est là où c'est flou et ils disent de passer par le centre de résolution, mais s'il y a des connexions avec le PMS, ça peut être toléré et c'est là où nous, en fait, on a des réponses différentes, sur le support. Alors on a passé pas mal de temps, on avait passé, plusieurs jours à parler avec eux et on avait eu des réponses et puis après, en fait, on se rendait compte qu'on avait certains de nos clients qui nous disaient: moi, j'ai eu cette réponse-là». Alors on est monté dans la hiérarchie, on a été plus haut et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on voit que même, en haut de la hiérarchie, là-bas, c'est pas j'ai l'impression que c'est pas complètement clair, pour eux, non plus, en tout cas en France et eux aussi, ils attendent eh bien des Mmh. éclaircissements, sur certains points. Là, il y a un truc où je te rejoins, totalement sur ce que tu disais, c'est la transparence vis-à-vis du voyageur par rapport à tout ce Ouais, qui est inclus ou pas dans son séjour. Je te prends un exemple très concret, je pense que je l'avais déjà cité lors de notre premier épisode. Une fois, j'avais pris une loc et si tu veux, on était entre copains et dans le garage, il y avait un billard. ouais, On l'a pris parce qu'il y avait un billard, tu vois? On s'est dit: «Bah, super, une fois qu'on est rentré dans la baraque, on pourra se faire une soirée, directement», et en fait, quand on arrive en bas, le billard, si tu veux, pour pouvoir l'utiliser, tu avais une machine à bonbons dans lequel tu devais mettre 1 € pour, sortir, une pièce de 5 francs, parce que c'était un vieux billard du coup, pour pouvoir utiliser le billard. Et là, tu te dis: «Beh, en fait, moi, j'ai loué la maison», tu vois? C'est pas pour 1 €, je m'en fous, mais déjà, il faut avoir 1 € sur soi. Moi, j'ai ouais, jamais de monnaie et de se ouais, dire: «Bah, en fait, si on n'avait pas eu, cette, pièce-là, on avait loué une maison parce qu'il y avait le billard et en fait, on peut pas l'utiliser». C'est un peu comme si, j'ai une piscine, tu l'as mis en avant, mais si tu veux l'utiliser, c'est 20 balles de plus et je pense que ouais, là, déjà, Airbnb, d'avoir quand même un peu cadré le truc et de dire: «Non, ouais. si c'est, en fait, si vous ne dites pas que c'est pas un supplément, c'est que c'est inclus». Donc Mmh. je trouve que ça, en termes de parcours voyageur, ça, c'est C'est pas une ouf. c'est ouais, c'est bien qu'ils aient mis ce cadre-là C'est parce chose. que, ouais, là où je suis plus partagé, c'est d'aller chercher de la sur une arrivée anticipée, un départ tardif, heu, ou pareil, tu as un upsell parce que tu acceptes les animaux et tu dis: «Bah, c'est 10 balles pour le chien», hein, comme, c'est le cas dans les hôtels. Mmh. Heu, c'est même pas de la rentabilité, c'est juste pour, à la fin faire une enveloppe pour, couvrir éventuellement les dégâts des animaux, tu vois, que tu as acceptés. Oui. Donc je trouve que, il y a des trucs, c'est ouais, moi je trouve que c'est très, très limite, de se dire, tu dois absolument passer par la plateforme parce qu'on sait très bien que in fine, si tu dois passer par la plateforme, c'est parce que derrière, c'est pour avoir un contrôle et pourquoi pas un jour mettre une commission, Ouais. dessus, Ce qui semble déjà être le cas. Moi, en fait, là, aujourd'hui, j'affirme pas le fait que si on passe par le centre de résolution, il y a une commission. C'est parce que j'ai eu un retour où on m'a dit non, mais quand j'ai regardé, quand j'ai demandé à d'autres clients, la réponse était oui. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, j'ai demandé aux gens tout à l'heure de réagir en commentaire sur: «Est-ce que vous avez des frais quand vous passez par le centre de résolution?» Parce que pour moi, la réponse est oui. Donc c'est-à-dire qu'en plus de ça, il y a des frais. Bon, après, si vous utilisez des solutions, elles sont forcément payantes, donc il y aura un frais également. Mais moi, ce qui me fait réagir en fait, et c'est là où en fait, il y a 2 sujets. Donc si on pour pas oublier, heu, alors je vais prendre des notes en même temps parce que j'ai tendance à me perdre à chaque fois dans mes explications. Heu, la première chose, c'est que oui, parce qu'il y avait un sujet intéressant que tu évoquais, avec le billard où en fait, tu as quand même une certaine amertume sur le fait que, tu as réservé un séjour heu, pour, heu heu, pour le billard et puis au final, tu as des frais derrière qui étaient pas mis en avant. Heu, bah et on a souvent du coup la question de: «Ouais, mais moi j'ai peur que les voyageurs, derrière ils se plaignent du fait que, en fait il faut payer». En fait, non, il faut vraiment pas avoir peur de facturer un service. Aujourd'hui, est-ce que ça vous paraît normal de rentrer dans une boulangerie et dire, «Je pars avec mon pain, c'est gratuit»? Non, c'est voilà, il y a un service qui est fourni, mmh. les gens ont cuisiné. Certes, c'est plus facile à matérialiser parce qu'il y a une matière qui est fournie, là, par exemple la baguette, mais à la fin, il y a un service qui est fourni. Donc de la même manière, quand vous proposez aux gens de rester plus longtemps, dans votre bien, il y a un service qui est fourni. Je dis toujours, essayez d'offrir peut-être les 30 premières minutes, la première heure pour être un peu flexible et puis si les gens souhaitent rester, 2, 3, 4 heures supplémentaires, pour moi, il y a aucun mal à charger ce service parce qu'à la fin, ils ont payé pour être dans le logement, un certain temps.
Et la question se Ouais, pose, et bah, puis il faut que tu l'expliques aussi. Tu ouais, parles des arrivées anticipées et des départs tardifs. Moi, je dis toujours un peu de pédagogie et de dire: «Mais en fait, pourquoi je vous le fais payer? Parce que moi, déjà, je réorganise mes équipes de ménage pour pouvoir, vous permettre de rester plus longtemps dans le logement». C'est-à-dire que s'il y a une heure de départ, alors c'est sûr que si vous mettez l'heure de départ à 9 heures du mat, vous êtes un peu dans l'extrême quand même. Mais par exemple, vous avez mis midi, la personne vous dit: «J'aimerais bien rester jusqu'à 15 heures». Ouais, mais j'ai un voyageur qui arrive à 17. Donc en gros, je suis obligé de décaler, mon service de ménage, à 15 heures. Je sais que je pourrais pas aller au-delà parce qu'ils ont besoin de 2 heures pour faire le ménage. Hem, donc du coup, je en fait, moi, j'ai une contrainte opérationnelle, donc je vous demande de régler cette contrainte opérationnelle. ah, c'est ça, c'est que, De même pour les équipes de ménage, se dire: «Bon, bah, là, en fait, je vais avoir une prime parce que, voilà, vous avez décidé de partager, de mettre des primes». C'est un peu comme, sur les systèmes, style, Uber Eats, tout ça. Voilà, si on fait des livraisons à vélo, et que c'est un dimanche soir et qu'il pleut, bah, il y a des primes parce que déjà on bosse un dimanche soir, il y a des primes parce qu'on est sous la pluie. Bah, là, c'est la même chose. Si je dois faire un peu un ménage dans l'urgence, mais qu'à la fin, je sais que je récupère, 5-10 € supplémentaires à chaque fois, bah, c'est plus intéressant. Si ça a été matérialisé et c'est ça qui est important et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait Airbnb avec la notion de transparence des prix. Ah voilà et c'est ça. Hem, bah, c'est cool parce qu'à nouveau, bah, typiquement ça évite d'avoir des voyageurs comme toi qui se retrouvent dans la surprise où voilà, on a organisé un séjour et en fait, bah, on a vu des photos avec un bière et puis s'il faut en fait on tu même pu arriver et le bière il est même plus là en fait. La photo elle a pas été ouais. mise à jour mais il est cassé, il est en maintenance, je suis pas au courant, je suis pas au courant qu'il faut payer et en fait c'est ça qui laisse une certaine amertume. Alors que si c'est mis en avant que très clairement c'est payant, bah, tu auras pas d'attente sur ça pendant ton séjour et là où c'est très important, c'est que le fait que tu aies été déçu, tu aies une certaine amertume et là, c'est sûr que tu laisseras pas un avis 5 étoiles et Ah sur les ouais, ouais. plateformes sur les plateformes, les avis, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc si aujourd'hui vous avez des choses que vous mettez en place, des services et c'est super, je pense qu'il faut le faire, mais que c'est mal indiqué ou que c'est pas clair sur qu'est-ce qui est proposé, de quelle manière, à quel tarif, c'est là où vous vous exposez à des risques avec des mécontentements de la part de vos voyageurs qui vont se traduire par des avis avec des notes, bah, on sera plus sur du 4 étoiles, sauf qu'aujourd'hui, on le sait, 4 étoiles, c'est une mauvaise note. Et donc, bah, ça, c'est un problème. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment et c'est là où je rejoins Airbnb, être très transparent sur ce que l'on propose et ça, c'est une vérité générale. De la même manière quand vous avez des contrats avec les logements que vous obtenez avec les propriétaires, bah, si vous êtes transparent dès le départ sur le fait que vous proposez des services additionnels, et que vous mettez d'accord sur, bah, qui récupère quoi, est-ce que vous leur versez des commissions typiquement sur les extras qui vont être liés au logement et bah, ça va également impacter leurs charges, électricité, tout ça. Voilà, au moins ça a été vu, c'est clair, il y a pas de problème. Alors que si on ne fait pas ce travail de cette démarche d'être transparent dans ce que l'on propose, comment, pourquoi, à quel tarif, c'est là où il peut y avoir, des soucis et ça, c'est vrai pour tout. Donc vraiment là-dessus, il faut vraiment faire attention à bien proposer et la deuxième chose, c'est que, heu là où moi je suis moins d'accord avec Airbnb, et c'est pour ça que j'aime pas, cette notion de «on va tolérer si vous êtes connecté à un PMS» parce qu'ils sont pas complètement clairs là-dessus. Bah, c'est qu'aujourd'hui, c'est déjà pas évident en tant que concierge, en tant qu'hôte, de gérer ces opérations et tout le monde n'arrive pas à aller scaler ces opérations et passer, le fameux cap des 20-25 logements pour aller chercher les 100 logements. Il y a peu de gens qui ont réussi à passer ces caps. Bah, venir rajouter des contraintes avec, bah, voilà, quand tu proposes des services additionnels, il faut passer par le centre de résolution. Les voyageurs veulent rester plus longtemps, il faut passer par le centre de résolution. En fait, ça ne matche pas avec cette démarche de, bah, aujourd'hui, je suis pas que sur Airbnb, j'ai également d'autres plateformes, comme Booking, Vrbo et cetera et en fait, là, tu es en train de me compliquer la vie. Donc c'est déjà pas facile d'être hôte. On sait que les hôtes aujourd'hui sont tout le temps en train de courir après, le temps, pour gérer, bah, les problèmes de dernière minute avec, des gens qui ont oublié les clés à l'intérieur du logement alors qu'on avait des instructions claires sur où est-ce qu'il fallait le laisser, gérer les communications et cetera et là, on vient nous rajouter une espèce de charge mentale supplémentaire. Ah, bah, maintenant, en fait, les messages automatisés, les cautions, si c'est une réservation Airbnb, bah, il faut plus demander la caution. Si c'est une réservation Airbnb, il faut plus proposer tel service additionnel parce qu'en fait, il est lié, au séjour et potentiellement, je peux avoir des problèmes. Par contre, je peux proposer le service additionnel, cours de cuisine parce que, bah, ça sort du contexte. On est plus dans du, dans un service qui est lié aux vacances, et pas au séjour et en fait, tout ça, bah, ça vient rajouter des charges supplémentaires. Donc on va pas s'en plaindre parce qu'en fait, être entrepreneur, c'est un petit peu ça, c'est tout le temps s'adapter aux changements, tout ça. Mais le fait que, ouais, on vienne nous complexifier la tâche, bah, ouais, c'est un peu,
embêtant et on s'en passerait bien, quoi. Ouais, bah, je te rejoins, totalement, sur le point positif qui est de cadrer, même quand il y a une panne, par exemple, hein, faut Ouais, avertir ses clients. Je prends un exemple très concret, l'année dernière, j'ai réservé, un week-end en amoureux, avec ma femme, dans un ouais, hôtel avec, une piscine. Bon, heureusement, ils m'ont prévenu avant, tu vois? La ouais. piscine, en fait, elle est en maintenance, Ah mais super. j'ai oublié de le dire à ma femme, tu vois? Ouais, Bon, bah, moi, quand je suis arrivé, tu bah, je le savais? savais. Et elle, par contre, elle était déçue, tu vois? Rien que le fait de savoir, l'événement, fait que rien que quand ils nous ont remis les clés, moi, grosso modo, je m'en foutais parce que j'avais accepté en venant, la situation, mais ma femme, elle, non. Donc elle avait une déception et si j'avais pas été là, je pense que, tu vois, ça aurait pu créer même, une petite embrouille, Ah, dès ouais, l'arrivée, ah, quoi. ouais, Hem Après, là où je te rejoins également, c'est que, aujourd'hui Airbnb, et la plupart des plateformes recherchent de la professionnalisation dans le secteur et nous, on est les premiers à mettre ça en avant, dans le triplex. ouais. Mais c'est vrai que si tu complexifies, les process et qu'en fait, tu es dans de la gestion manuelle, tu vas, en gros, quand tu as 1 ou 2 biens, tu peux te permettre d'avoir de la gestion, manuelle, sur une seule plateforme. Heu Parce que, c'est des petits grains de sable. Sauf que quand tu commences à avoir plusieurs logements, que tu veux professionnaliser ton activité, et que ça se ressente sur l'expérience voyageur, ces grains de sable, ça devient très, très problématique et finalement, je ne sais pas si, en fait, Airbnb se tire pas même elle-même une balle dans le pied en complexifiant les process et en nuisant à la professionnalisation, comme tu disais, quand tu as scalé, tu as mis en place des process opérationnels et ces grains de sable, en fait, viennent, gripper la machine et donc la professionnalisation globale, et donc la qualité des logements. Donc ça, pour moi, c'est, tu vois, c'est un peu se tirer une balle dans le pied en voulant, garder la maîtrise, là-dessus. Ouais. Heu et moi qui ai une vision très, indépendantiste quand même de l'activité, c'est-à-dire qu'on a des partenaires qui nous amènent des clients et on les rémunère pour ça. Mmh. Mais c'est pas parce qu'on les rémunère pour ça qu'ils doivent imposer toutes les conditions aussi. Et aujourd'hui, quand on voit la parole qui est donnée, priorité aux voyageurs, notation extrême, malhonnête, ce que tu peux pas contredire, je vais rajouter des grains de sable dans les process, bon, voilà, il faut aussi, peut-être rééquilibrer la La balance. balance? Ouais, Hem, on parlait des upsells, heu, dans l'aspect technique. On ouais, a beaucoup parlé des arrivées et des parts tardives qui sont les upsells les plus vendus. ouais. Heu, Est-ce que tu en as d'autres en tête, qui sont, les best-sellers quoi, sur lesquels, avec une contrainte, le plus simple à mettre en place opérationnellement, mais le plus intéressant avec le meilleur impact financier? Ah bah, alors là-dessus, il y a pas de doute, hein, c'est là-dessus, genre, je pense qu'il y a un peu unanimité sur ce service, c'est, les notions de départ et départ tardif et d'arrivée anticipée parce que, hem, d'un point de vue opérationnel, il y a enfin, en gros, alors c'est quoi? Je vais donner les best-sellers et puis après on verra dans tout ça, c'est lequel qui semble Le le plus plus le rentable? plus fa ouais, plus rentable, le plus facile à mettre en place. Mais en gros, là, j'ai regardé justement avant l'épisode un peu les chiffres et là, sur cette année, bon, on a toujours les départs tardifs arrivant anticipés qui arrivent en première position, ça a pas changé. Ensuite, on a le linge de maison supplémentaire qui a pas mal monté. Donc OK. je pense que ça, c'est pour typiquement des gens qui vont avoir, des chalets, ce genre de choses, en montagne où le linge est pas forcément, inclus. Donc c'est un supplément. Ou des gens qui veulent proposer, bah, tout simplement, voilà, on vient avec, une personne en plus et du coup, il nous faut des serviettes en plus, des choses comme ça. Le pack romantique, troisième position. Donc le fait de proposer justement des prestations style, pétales de rose, potentiellement une bouteille, d'alcool, qui est offerte, un petit message avec une carte personnalisée, donc ça, c'est le pack romantique. Un qui a beaucoup monté, qui arrive en quatrième position, et c'est inédit, c'est la première fois, ce sont les nourritures et boissons. Donc le fait de OK. proposer de l'alimentaire et des boissons, et là, si on reprend ce qu'on disait au début d'épisode sur la partie, réglementation, bah, pas trop de contraintes parce que, c'est essentiellement
des denrées alimentaires, mais qui sont emballées avec des dates de péremption. Donc c'est pas de l'alimentaire ou qui a été manipulé par l'homme. Donc typiquement, tu vois, ça va être des barres de chocolat, des Snickers, des bonbons, donc des choses où voilà, il y a Ouais, où pas tu de même chaîne pas de du chaîne froid, il y du a pas de froid, risque. Voilà, c'est ça. Donc là-dessus, tu peux y aller. D'ailleurs, il me semble que dans le podcast, certains d'entre vous, ils ont des frigos avec des snacks à l'intérieur, des boissons dans certains de vos biens. Il y a alors pas dans nos biens directement. Je sais que Lauriane à l'époque, qui était, la 3e Ouais, membre, du podcast, avait tenté l'expérience, ouais, justement avec un QR code et ouais, les et comme un mini-bar finalement dans un hôtel, ouais, sauf que, bah, c'était du déclaratif. ouais. J'ai pas eu de retour, Bah, sur je ce sais sur qu'elle le cet aspect-là. continue. J'ai vu justement des stories passer sur Instagram où elle mettait en avant, bah, un peu ces ventes qu'elle avait faites avec Cozy Up et ça avait l'air de plaire. Donc ça, c'est pour le quatrième. Le cinquième, c'est le ménage en cours de séjour. Voilà, déjà, comme moi, typiquement, là, dans le Airbnb où je suis, bah, j'avais besoin d'un ménage en cours de séjour. Il m'a été offert. Même chose avec le lit bébé. Donc, bah, ça va se traduire dans un avis 5 étoiles. Donc, à nouveau, on rappelle, des fois, penser à offrir certains services comme ça qui, bah là, vu que je reste un certain temps dans l'appartement, ça permet également en fait de travailler sur l'entretien de l'appartement plutôt que faire un gros ménage vu qu'on nettoie plus Mmh. fréquemment, la vétusté, elle arrive moins vite, donc on protège son bien. Donc il y a un intérêt très intéressant pour l'autre, un intérêt bah, sympa pour le voyageur. Du coup, moi, bah, j'ai trouvé ça super gentil. Je m'attendais à avoir un lien de paiement, quelque chose comme ça, elle m'a rien demandé. Donc avis 5 étoiles et top pour le positionnement. Donc après, il y a les suppléments pour animaux. Donc le fait de pouvoir venir avec un animal de compagnie qui en général se justifie avec bah, des frais de ménage un peu plus importants parce que voilà, il faut passer plus de temps à les récupérer tous les poils, tout ça. Tout ce qui va être transport et parking, le fait de proposer des navettes, ça se fait de plus en plus. Proposer des navettes aéroport, vers la gare, ce genre de choses, ou alors des places de parking sécurisées. Et le dernier, c'est l'équipement bébé qui a pas mal baissé dans le classement, mais les équipements bébés. Et ça, je pense que c'est bah, par rapport à nos chiffres avec Cozy Hub et que du coup, bah, aujourd'hui, il y a des options qui permettent de faire ça sur Airbnb. Et si on revient sur ce qu'on disait avant, c'est ça aussi que je trouve dommage, c'est que au-delà du fait qu'ils nous imposent le centre de résolution, petite parenthèse, c'est surtout qu'ils viennent, mais sans solution. C'est-à-dire qu'ils ne nous proposent pas d'avoir de la même manière qu'ils ont une application voyageur, ils ne permettent pas d'avoir une espèce d'application e-commerce où on peut mettre en avant les services. Ils mettent Mmh. uniquement leurs services, qui sont les services partenaires ou les prestations de services, et nous, on est un peu laissés sur le carreau. Donc voilà pour les best-sellers et je pense que du coup, bah, si on fait le bilan, en termes de rentabilité, un des plus rentables, on va avoir donc les arrivées et les départs parce que c'est plus de l'organisation opérationnelle, donc peut-être heu un petit peu chiant sur le fait que, bah, voilà, il faut gérer les ménages et s'assurer que derrière ça colle. Mais si on met des règles de validation, que ça gère bien que le calendrier, normalement ça va. Et après un qui est assez intéressant sur la partie rentabilité, heu, bah, c'est vraiment, le parking parce que lui en général ça coûte pas très cher, mais on va pas faire des marges importantes. Par contre là où on va faire des marges importantes, c'est le pack romantique. Là, le pack Mmh. romantique, on voit des packs romantiques, ça a pas changé, c'est toujours du 100, 150, 200 €, parce qu'à chaque fois, il y a un effet waouh assez important et au final, bah, une bouteille de mousseux, quelque chose comme ça, qui a coûté même 20 €, quelques pétales de rose qui ont coûté même, 10 €, une carte personnalisée, à 5 €, puis après, le temps de mettre, tout ça en place, faire quelques pliages de serviettes, tout ça, avoir un peignoir qui est disponible, que vous achetez une fois et à chaque fois vous le lavez, vous le remettez à disposition. Bah, vous faites le calcul, chaque pack romantique vendu, ce sont des marges assez importantes, une rentabilité, directe et bah, la difficulté, opérationnelle, elle est quand même assez limitée parce que voilà, sortir un bac, pour mettre la bouteille avec de la glace dedans, 2 coupes de champagne et étaler quelques pétales et plier une serviette, voilà, c'est vraiment pas la mer à boire. Souvent, en général, c'est le personnel de ménage, qui se charge de faire ça et je dirais que là, la contrainte, elle sera davantage sur le fait de, bah, gérer ses stocks et donner accès, à ces équipes de ménage à un local, pour, bah, avoir le matériel nécessaire pour mettre à disposition le service. Mais je pense vraiment que le pack romantique, c'est un des super trucs à proposer avec les arrivées et les départs et tout ce qui va être linge et ménage parce que, bah, voilà, c'est un peu déjà ce qui est fait au quotidien, dans les opérations naturelles, du logement. O OK. Je te remercie pour ces,
pour ce partage par rapport aux data que vous avez sur Cozy Up. Ouais. Avant de parler de Cozy Up, Mmh. comment, si on n'a pas Cozy Up, on, Ouais. on- on- on peut gérer opérationnellement Ouais. la vente et la mise en place de ces upsells. Techniquement, comment je les propose, Mmh. comment je les vends et Ouais. comment après je les mets en œuvre. OK. Euh, Aujourd'hui, vous avez une solution tout intégrée Ouais. qui va permettre à la fois de payer, enfin de proposer, payer et avoir des notifications pour mettre en place. Mais si tu n'as pas ça, euh, il n'y aurait pas Cozy Up, tu mettrais quoi en place? C'est un exercice d'équilibriste que je te demande parce que Ouais. Ah non, il y a toi, oui, tu es CEO de ta boîte, mais bon, il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas forcément. J'aime bien comparer. Tu vois, on a fait ça avec Smobu oui. Ouais. il y a quelques temps. Se Ouais. dire, OK, comment j'automatise si j'ai pas de channel manager? Et in fine, on se rend compte que au-delà de l'automatisation, il y a quand même beaucoup plus d'avantages que la Ouais. simple automatisation. Il y a quand même beaucoup plus de trucs que simplement d'avoir géré la tâche initiale. Toi, aujourd'hui, tu ferais comment? OK. Hem, alors, bah, en gros, la première étape déjà, c'est que si on veut réussir à faire des ventes de services additionnels, il faut que le voyageur soit au courant qu'il y ait ces fameux services additionnels. Donc en fait, la première étape, ce sera la partie marketing. Comment j'informe mon voyageur sur le fait qu'il est possible de commander des services? Donc si on voulait avoir une approche, assez minimaliste où on essaie de tout gérer, soi-même, bah, je pense que ce que je ferais, c'est j'insisterai, première étape sur les communications pour essayer de sensibiliser mes voyageurs sur le fait qu'il est possible de réserver des services additionnels, donc avec des messages automatisés ou en fonction de la période, je vais peut-être proposer, certains services plus que d'autres. Typiquement, je mettrais, je pense, un formulaire de check-in en place avec une application, bah, style Google Forms, Jotform, ça pour essayer d'avoir quelques informations et si je vois que c'est, en fonction du contexte et des réponses des questions que j'ai dedans, je vais essayer d'identifier les services que je pourrais proposer. Donc ça, ce serait la première chose, avant, d'être dans le séjour. Une fois dans le bien, là, ce que je ferais, c'est que je mettrais, différents services à disposition. Donc typiquement, je laisserai à dispo, certaines choses dans le frigo. Donc typiquement, peut-être si je vois que j'ai des en fonction du type de bien, donc à nouveau, il faut voir un type de bien, mais on va dire que j'ai un type de bien où les gens, ils viennent en famille avec une nuitée aux alentours des 100 €, c'est pour des vacances. Bah, je mettrais, dans le frigo du vin, du champagne, des choses comme ça. Si j'avais une love room et bah, je mettrais, alors on va prendre l'exemple de la love room, je pense que ça parlera vu que c'est souvent un exemple que tu utilises. Je mettrais des snacks, souvent ce qui marche bien, alors il y a les sextoys, il y a tout ça, vous pouvez les mettre à disposition, mais je mettrais donc, ce genre de service. Les boissons, style Red Bull, tout ça, parce qu'en général, ils dorment pas beaucoup ces gens-là. Et puis c'est disponible dans le bien. C'est disponible dans le bien et pour payer, bah, voilà, ça c'est l'étape d'après. Donc là, une fois que j'ai fait tout ça, bah, ce que je fais, c'est, soit je me suis fait mon propre site internet, j'ai la possibilité d'investir dans de la tech, un développeur et il me fait un site internet, ou alors j'essaie de faire ça avec un Shopify, quelque chose comme ça. Alors je pense que je ferai pas avec du Shopify, je pense que je ferai avec, du Stripe. Parce que Shopify, le problème, c'est qu'après quand il y a des commandes, bah, c'est difficile de savoir c'est quel logement, tout ça. Donc je pense que je ferai des liens de paiement, Hmm. je ferai des liens de paiement, avec Stripe derrière. Ouais, je ferai des liens de paiement et après ce à quoi il faudrait faire attention, c'est qu'il faudrait autant de liens de paiement, qu'il y ait de produits et de logements pour qu'à chaque fois quand j'ai un paiement, je sache OK, il faut que je fasse en sorte que quand j'ai une commande, je dis une bêtise, sur place pour un logement ou en amont, pour, je dis une bêtise, un départ tardif, bah, il faut que je sache c'est quel voyageur et pour ça, il faut que je sache au moins c'est quel logement. Donc voilà, donc il y aurait ça et après il y aurait, bah, je t'avoue que je saurais pas trop comment je ferais, mais il y aurait cette difficulté opérationnelle à savoir, bah, comment je fais en sorte de savoir que, ce service qui a été commandé, c'était bien pour, tel voyageur, sur tel séjour, sur tel logement. Donc ça pareil, ce serait un petit peu, faudrait que je trouve une solution pour ça, mais ouais, lien Stripe ou après, bah, si les channel managers, ils proposent de le faire, pourquoi pas passer par le channel manager s'il a cette option. Maintenant que j'ai reçu ma commande, bah, il faut que je la mette à disposition, à mon voyageur. Donc une fois que j'ai fait ce travail de suivi, que j'ai regardé un peu, cette semaine, quelles sont mes arrivées, quels sont mes départs. Sur les arrivées, est-ce que je m'étais noté, sur un calepin ou dans une application style Notion, enfin des applications de suivi, que j'utilise, lesquelles, ont besoin de mettre des logements. Bah, il faut informer les équipes, qu'il y a des services à proposer. Et puis après, bah, s'assurer que voilà, on peut
tout mettre à disposition. Au moment des commandes également, vérifier, voilà, si j'ai une commande sur un départ tardif, est-ce qu'on est en mesure de proposer ce service. Ouais, parce qu'il faut pas Et se télescope avec une arrivée anticipée non plus. ouais, voilà, c'est ça. Et là, du coup, ce qui serait un peu difficile, c'est de se dire, ah mince, là, la personne, elle a payé, elle a pris un départ tardif, sauf qu'en fait, moi, j'ai déjà une arrivée anticipée ce jour-là et en fait, je peux pas satisfaire. Et du coup, ce qui serait un peu bêtant, c'est que j'ai besoin maintenant d'envoyer un message à ce voyageur pour m'excuser et lui dire qu'on sera pas en mesure de l'accueillir plus tôt, rembourser la commande. Donc, il y aura un remboursement qui est fait dans Stripe, que je vais aller faire manuellement. Et il faut que j'aille essayer de trouver un moyen de comment dire, de faire oublier ça à mon voyageur parce que typiquement il a fait un effort, il a commandé un service, au final c'est pas disponible, j'ai pas j'ai ouais, alors je peux mettre en avant, je pense que je mets en avant que c'est sous réserve de disponibilité, que peut-être il sera remboursé pour éviter le problème. Là, il y a un problème, je rembourse et maintenant c'est comment je fais pour lui faire oublier ça et avoir un avis 5 étoiles et peut-être lui offrir quelque chose d'autre. Donc je pense que ouais, ce sera à peu près ça, hein, c'est sensibiliser dans les messages auto, récolter peut-être un peu d'infos avant sur le voyageur, savoir quoi proposer, des liens de paiement Stripe ou un site internet, et puis après voir si avec des N8N, Make, Zapier, donc ces solutions d'automatisation, il n'y a pas un moyen de déclencher des choses au niveau du channel, des notifications sur les applications Channel Manager, PMS, pour que je sois au courant. Et à la fin, je pense que ouais, j'aurais un truc qui me permettrait de faire des ventes. Et donc Mm. typiquement, tout le temps que tu as 1, 2, 3 logements et que tu as une commande de temps en temps, à chaque fois, je dis à mes utilisateurs, non mais moi, mon objectif, c'est pas que vous utilisiez CozyUp, c'est de vous simplifier la vie et que sur le plan opérationnel, ça fonctionne bien pour vous. Si aujourd'hui, vous avez une commande tous les 36 du mois, enfin, on est attractif parce qu'on prend uniquement un frais à la commande. Donc, c'est-à-dire que si tu fais aucune vente, tout le logiciel, en fait, t'as aucun frais fixe. Ça te coûte absolument rien. C'est uniquement quand tu vas recevoir des commandes que tu vas pouvoir automatiser tes opérations. Et c'est là que nous, on sera rémunéré parce qu'on t'aura fait gagner de l'argent. Donc, malgré tout, on reste quand même assez attractif. Donc, les gens, ils nous utilisent quand même malgré tout grâce à ça. Mais voilà, si c'est pour typiquement la Gestap, où là, il va y avoir des frais fixes. Si c'est uniquement un seul logement, qu'on fait les accueils en physique, qu'on aime bien ça, qu'il y a pas trop de besoin sur les infos à partager, des instructions, que les services additionnels, on les gère en direct, il y a pas besoin d'utiliser des solutions logicielles. Mm. Par contre, il faut aussi accepter le fait que, cette personne ne va jamais scaler son activité et elle sera toujours bloquée dans les opérations parce qu'elle fait tout elle-même. Si aujourd'hui, je dis une bêtise, Brian Chesky, il était encore à coder lui-même son logiciel, à gérer, des accueils, et à réserver, et à vendre son propre, logement dans Airbnb, Airbnb, ce serait pas ce que c'est aujourd'hui. Tu es obligé de mettre en place des systèmes, recruter et en fait, tout dépend de où tu te situes aujourd'hui. Mm. Non, non, mais super. Je te remercie pour cet exercice un peu d'équilibriste. Ouais. C'est quand même assez fou cette question. Tu vois, avec un peu de recul, je me dis, tiens, le mec a développé une solution et je lui ai demandé quand même comment on pourrait faire sans sa solution. C'est vraiment la question de con, quoi. Mais En ce fait, que je cette retiens quand question-là, même. on se la pose tout le temps cette question-là parce qu'en gros, tu tombes face à des gens parce qu'il faut pas obliger qu'aujourd'hui, on a été, un peu les premiers sur le marché français. Au début, on arrivait dans des salons, il y avait les gens, ils disaient: «Ah ça y est, une solution», parce que je recherchais quelque chose pour proposer des services, mais j'ai rien trouvé parce qu'en fait, sur le marché français, il y avait pas de solution. Et on a découvert, tous les gens qui en fait, proposaient ça manuellement et c'était OK, si t'as pas une application comme la nôtre, nous on essaie de comprendre, c'est comment tu gères aujourd'hui? Parce que derrière, on avait besoin de comprendre leurs opérations pour les automatiser. Parce que tu automatises quelque chose qui est fait plein de fois et tout le temps que tu sais pas ce que les gens font, tu sais pas quoi automatiser, tu sais pas quoi développer dans ton logiciel pour leur faire gagner du temps. Donc ça, en fait, cet exercice, c'est un peu un exercice qu'on fait au quotidien et là, ce que je t'ai partagé, c'est un peu, ce que nous on retrouve avec nos clients avant qu'ils aient des solutions comme CozyUp. Et maintenant, de plus en plus, le service additionnel, c'est devenu un impératif. C'est plus trop optionnel, ça devient important de le mettre en place. Ça se démocratise de plus en plus et de plus en plus, on voit les termes extra, etc., avec lesquels on s'est lancé sur CozyUp, qui sont réutilisés par d'autres
plateformes ou d'autres logiciels qui justement se positionnent sur ça. Donc nous, on a été sur le champ de bataille. Et puis maintenant que les gens ont vu qu'il y avait un intérêt pour ça, de plus en plus ça se démocratise et tous les logiciels se mettent à jour là-dessus pour également proposer ces options. Moi, je retiens un truc parce que bon, tu vois, nous, quand on propose des sites de réservation en direct via notre agence, donc Macom Imo, notamment pour les logements atypiques, on leur dit que c'est essentiel de battre le fer tant qu'il est chaud. Et donc, du coup, Oui. quand tu as quelqu'un qui vient sur ton site, il faut qu'il ait aussi accès à ta bibliothèque d'upsell pour savoir le champ des possibles. Et en fait, se dire, il est chaud pour prendre le logement, il a déjà payé une fois, il faut en gros, ça peut même être des leviers de passage à l'action. Tu parlais du pack romantique, c'est-à-dire quelqu'un qui vient sur un site de Love Room. Ouais, c'est super, le logement me plaît. Oh tiens, il y a une vente additionnelle en plus, il y a ce service en plus là, ce serait vraiment chouette d'avoir la totale, tu vois? Et là, en fait, tu te différencies aussi, par tes services supplémentaires. Alors effectivement, ils sont payants, mais tu apportes aussi plus de valeur ajoutée, à ton logement. C'est pas juste un hébergement atypique où tu vas apporter beaucoup de services. Et donc dans ton process manuel, tu disais faire la promotion des upsells. Bah oui, si votre client il n'est pas au courant de ce qu'il y a, il va pas l'acheter, ça c'est une certitude. Mm. Donc, et nous c'est pour ça qu'on recommande aussi ces upsells-là de les présenter dès le moment où on présente les logements, en fait, tu vois, dès Ouais. l'annonce. Ouais. Il faut pas oublier qu'en fait, l'achat, c'est un acte émotionnel. C'est ce qui fait le plus plaisir, c'est le moment où tu sors ta carte et tu te dis: «Ah, je vais me faire plaisir, je vais prendre quelque chose». Et même moi, je me suis déjà surpris, où je suis dans une phase où je parle avec quelque chose d'un ami. Là, il y a pas longtemps, on parlait d'emotional design parce que justement, il regardait l'application Cozy Up, on parlait du design de l'application et donc on parlait de ça, de comment susciter des émotions dans ton application à travers ton design. Et derrière, j'étais tellement chaud avec la conversation qu'on venait d'avoir que je me suis dit: «Tiens, je vais aller sur Amazon et je vais commander un bouquin sur le sujet. Je vais regarder c'est quoi le meilleur bouquin sur le sujet pour savoir comment avec mes équipes on l'implémente. On travaille sur ça». Et vraiment j'étais sur le point d'acheter. Au final, j'ai été coupé. Je suis passé à autre chose et j'y ai repensé, j'ai fait: «Ouais, je ferai ça plus tard». Et j'ai pas acheté le livre. Et il est toujours dans mon panier et je verrai si je l'achète plus tard. Et en fait, c'est la même chose avec les voyageurs, c'est que quand ils viennent sur le site de réservation, quand ils viennent sur vos boutiques, il faut qu'ils puissent toucher, il faut qu'ils puissent sentir la prestation à laquelle ils vont bénéficier. Proposer, c'est comme si aujourd'hui sur Uber Eats ou sur Deliveroo, sur les applications de commande d'alimentaire, au lieu de mettre en avant, je sais pas moi, le McDo, le KFC, le Burger King, on vous mettait juste une phrase hamburger avec 2 tranches de salade, machin, on vous mettait que ça, vous allez pas avoir envie d'acheter. Alors que si, voilà, avec l'application, vous voyez le produit, vous pouvez voir les photos, il y a quelque chose en fait, vous avez envie de passer à l'action. Donc déjà, c'est important de 1, mettre en avant son service de manière claire, de manière précise, de donner la possibilité aux voyageurs de s'imager en fait, bénéficier de la prestation. Et derrière, c'est une fois qu'il a fait ça, c'est il faut que ce soit, pour lui possible de immédiatement le commander. Là, ça y est, vous lui avez donné envie, il a envie, il est prêt à passer à l'action. Mais s'il y a pas le lien pour cliquer, pour payer, s'il y a un moyen pour lui d'acheter et que c'est, voilà, si tu es intéressé, il faudra me payer sur place, tout ça, peut-être qu'entre-temps, il s'est refroidi. Il Alors aura que changé s'il d'avis. paye maintenant, voilà, alors que s'il paye maintenant, il arrive sur place, il peut plus se dire: «Bon, j'aurais peut-être pas dû le faire». Non, il a payé, il va kiffer son service, parce que lui, il s'est programmé avec son paiement, heu, il va être dans une démarche de: «Ah bah non, il va se réconforter dans le fait: «Non, j'ai dit que j'allais l'acheter, j'y vais». En fait, il y a un truc pour ça, quand tu veux t'entêter dans une décision que tu as prise et que tu veux pas revenir en arrière. Et ben, au lieu de te raisonner en mode: «C'est peut-être pas raisonnable, j'ai peut-être pas besoin de commander ce service», il sera plus dans une démarche de: «Il faut que je justifie le fait que j'ai acheté ce service, je me trouve des raisons de valider le fait que j'ai pris, je sais pas moi, la machine à barbe à papa, pour le séjour alors que c'était peut-être too much». Mais non, donc il va trouver des moyens de: «Ah bah non, mais c'est bien, regarde, c'était uniquement, ça. Si on avait été à la foire à côté, c'est 2 fois plus cher, là, tout le monde va pouvoir en profiter». Il va être dans cette démarche-là, parce qu'il a pu Mmh. voir, il a pu payer tout de suite, alors que si ça avait pas été Ouais. le cas, il aurait trouvé un moyen de se dire: «Bon non, en fait», et donc vous gagnez des ventes comme ça.
Ouais. Moi je m'appuie aussi sur une expérience. Moi, j'étais vendeur en magasin pendant que j'étais étudiant. Je vendais du multimédia. Ouais. Par exemple, je vendais des appareils photo. Je vendais un appareil photo. Je vendais la sacoche avec, par exemple. Tu vois, Ouais. tout de suite. Pourquoi? Bah, parce que j'avais le produit qui correspondait parfaitement en supplément. Le client était chaud. S'il était rentré chez lui, C'est fini. le temps qu'il repasse à l'action pour aller acheter sa sacoche, on ne sait pas combien de temps ça peut prendre. Le risque Ouais. qu'il pète son appareil photo parce qu'il n'a pas la bonne sacoche et que ça crée de la frustration, ça, c'était aussi ça. Et en fait, au final, quand il rentrait chez lui, bah, moi, je le percevais comme ça. Quand j'avais des retours et tout, c'était, bah, c'est super, en fait, j'ai un truc global. J'ai pas. Donc, moi, du côté vendeur, c'était gagnant pour moi parce que je vendais plus, je faisais plus de Le commissions, de chiffre. choses comme ça. Par contre, le client, certes, ça lui coûtait plus cher, mais il avait un service qui correspondait plus à ses attentes aussi. Heu, Mmh. Bien sûr, on ne fait pas de la vente additionnelle absolument à tout prix, tu vois? Il faut aussi qu'il y ait un besoin. Tu vois? Tu vas pas contraindre ton client. Tu vas pas aller vendre un pack romantique à un pro qui vient en déplacement dans ton logement. C'est complètement con. Mmh. Ouais. Par contre, tu as une famille en déplacement qui dit: «Bah, voilà, en fait, moi, j'arrive, bah, mon train arrive à midi. Est-ce que c'est possible?» Alors, moi, je veux pas juste, j'aimerais bien prendre le logement à 15h, mais si je peux juste déposer ma valise à midi et par contre, après, une fois qu'on a mangé, si je pouvais faire la sieste du gamin. Bon et ben en fait, lui il est content parce qu'il va pas avoir la crise à 17h, du gamin qui a pas fait sa sieste et il va pouvoir profiter de sa soirée, enfin de sa fin d'après-midi et tout ça et donc on apporte du service en plus. Donc et les gens sont conscients de le payer, mais ils voient pas que le prix, ils voient la valeur ajoutée. Donc il faut bien penser à ça et quand on a un produit qui répond à un besoin et ben la valeur ajoutée prime sur le prix. Donc ça 100%. il 100%. faut être très conscient, de ça. Écoute, Ouais. Gary, on arrive sur la fin de cet épisode. On essaye de les Ouais. faire tenir en 1 heure, tu vois. Bon, on a bien dépassé. Ouais, je Euh, pense qu'on a bien on, on- dépassé. on parlait de bons plans au départ au début de cet épisode, comme quoi c'est important de s'inscrire à la newsletter du podcast pour recevoir les bons plans. Je sais que tu as un bon plan à nous partager aujourd'hui pour découvrir Cozy Up. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Oui, alors pour remettre, un peu le contexte, donc déjà Cozy Up, pour ceux qui souhaitent utiliser uniquement les services de vente additionnels, sachez que c'est un freemium, c'est-à-dire que, il y a uniquement un frais qui est appliqué, pour l'hôte, donc c'est un frais de 7% côté hôte et 7% côté voyageur avec un plafond à 4,99 € pour le voyageur, pour qu'il ait pas des frais trop importants. Donc ça, vous pouvez l'utiliser, voilà, vous avez aucun risque, soit vous faites des ventes et vous avez bien fait les choses et vous paierez uniquement, du coup, pour les ventes que vous allez faire, soit vous aurez aucun frais là-dessus et ça va rien changer sur votre business model. Après donc pour la guest app, pour ceux qui souhaitent bénéficier de la nouvelle guest app Cozy Up, donc c'est un tarif de 29 € par mois, pour 3 logements et ensuite 7 € par logement supplémentaire et donc il y a une remise de 15 si vous le prenez à l'année et donc pour, le triplex, il y a une remise de 15 supplémentaire. Donc vous aurez 15 de réduction, par mois sur votre abonnement et si vous souhaitez, le prendre à l'année et bien, il y aura une réduction supplémentaire de 15 avec déjà la remise annuelle, élevant, le montant, le total à 30 de réduction, pour, les auditeurs du podcast Le Triplex. Ok, donc on partagera le lien en description Ouais. de cet épisode. On vous l'enverra enfin vous l'aurez reçu dans le mail d'information et ça arrive peut-être même au jour de la diffusion de cet épisode, la page sera en place. Vous pourrez retrouver sur le site la fameuse page qu'on vous promet depuis des semaines maintenant pour vous partager tous les bons plans du triplex. Donc on vous mettra tous les éléments sur la page pour que vous puissiez tout utiliser et retrouver toutes les infos sur Cozy Up. Bah, écoute, Gary, je te remercie pour tout ce partage, pour d'avoir pris le temps de rentrer dans le détail. On a fait un gros focus sur le côté Airbnb. Mmh. Nous, on est convaincus, bon, on le sait puisqu'on a fait ce premier épisode, puis on a l'occasion de prendre quelques cafés ensemble en dehors du podcast. Mais c'est de se dire qu'on est convaincu par le modèle économique hein, de la vente additionnelle, que c'est même, moi je pense que dans les années à venir, ce sera un indispensable. Et je cite toujours les cinémas au même titre que la confiserie dans un cinéma. C'est-à-dire que
ce sera la rentabilité, elle sera là. Et donc, il ne faudra pas s'en priver, il faudra avoir mis en place les bons process pour en profiter au maximum. Merci Gary pour ton intervention. Merci à vous pour votre écoute. Pensez à vous abonner au podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, le Triplex Podcast. Vous avez toutes les infos qui tomberont. Plus vous êtes nombreux sur Instagram, plus on fait des stories, des trucs, on vous partage tout ce qu'on peut. Et on est très content de pouvoir échanger en message privé avec vous, notamment sur Instagram ou au travers des commentaires sur les différentes plateformes. Merci à tous. Merci Gary. De rien, écoute, merci. Merci, j'allais dire merci Maxime. Merci aux auditeurs et puis bon courage à tous. Là, on arrive en plein dans la haute saison, donc bon courage à tous parce que vous allez être bien occupés, j'imagine. C'est ça, un bel été qui s'annonce avec des belles températures. Ouais. Merci à toi Gary, je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Triplex. Ciao. Ciao.